Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce plateau improvisé. Ce serait quand même un petit peu. C'était quand même du boulot à monter. Donc, bienvenue dans BioAgri Biovino. On va être en direct toute la journée jusqu'à 22 heures aujourd'hui et demain de 9 heures à 18 heures. Pour commencer, on va vous présenter juste un petit quelque chose sur Moudon, puisque Moudon nous accueille. Un petit clin d'œil pour parler d'eux. Vous verrez, c'est un endroit magnifique. C'est pas parce qu'il se passe pas la foire agricole que ça vaut pas la peine de venir à Moudon. On vous passe ça. Après, on va avoir une petite discussion avec le président de BioSuisse et le responsable du service de l'agriculture pour la DGAV. Alors, à tout de suite. C'est parti. Dès le XVIe siècle, Moudon accueille ses foires et ses marchés dans son centre-ville et plus exactement à proximité du pont Saint-Éloi. Passage obligé pour les marchands, la place du pont accueillait divers bâtiments, certains ajoutés, certains créés. Parmi ceux-ci se trouve une maison arcade, aussi appelée Maison Neuve du Pont, qui s'inscrivait dans l'ensemble de ces édifices nécessaires aux foires. Pour découvrir ses fonctions et ses particularités, nous vous invitons à aller regarder notre vidéo Marché et foire, un voyage dans le temps, disponible sur le site www.bio-agri.ch. Ok, alors je vous accueille sur ce plateau avec Mathieu Glauser, président de Biovo. On est les deux membres du comité de Biovo. C'est Biovo qui a lancé en fait cette foire agricole et ce salon des vins suisses bio en 2016. Alors je vais passer la parole à Mathieu pour faire un petit bonjour de la part de Biovo. Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui de manière virtuelle. C'est un peu le propre des agriculteurs biologiques, c'est d'innover. Alors avec ce confinement, on a, grâce à Franck et toute l'équipe, décidé d'innover et de vous accueillir virtuellement et de quand même pouvoir vous présenter tout notre travail en tant qu'agriculteur biologique. Bienvenue et avec beaucoup de plaisir à nous participer à cette foire. Ok, alors bien sûr que ce n'est pas simple, donc on est des amateurs. On espère que vous serez indulgents pendant ces 2 jours. On va faire tout ce qu'on peut. L'important, c'était de garder le contact avec surtout le consommateur dans ce concept-là, mais de vous mettre aussi en contact avec le producteur. Il y a beaucoup de questions actuellement avec le Covid-19. On a vu avec ces mesures de confinement, tout le monde est à la maison, on se met à faire du pain, on veut faire son levain. C'est ce qui est magnifique. Et puis on a senti que c'était important d'être en contact avec vous. C'est clair qu'on va survoler pendant 2 jours les sujets. On ne va pas pouvoir approfondir parce qu'on va faire le tour complet de ce que vous auriez trouvé sur la foire agricole. Mais c'est quand vous voulez faire votre levain, comme je disais avant, c'est un petit travail sur soi. On essaye tous d'évoluer, de trouver des nouvelles solutions. Et puis ça, il faut prendre le temps. Les choses ne se font pas en 2 secondes, mais ça vaut la peine. Et puis ça, c'est une nouvelle expérience pour nous. On pourra l'utiliser pour la suite. Ces 2 jours sont en fait le début de nombreuses années, puisqu'on va continuer sur ce site à le nourrir pour vous mettre des vidéos, des liens, des choses qui vous aideront toujours à trouver des solutions pour faire votre jardin, pour élever les animaux, ou pour comprendre, ou pour amener des nouvelles idées et créer en fait l'agriculture de demain, comme on le dit, où il faut se mettre ensemble, le consommateur et le producteur, puisque c'est vous, en consommant, qui faites l'agriculture. On cultive ce que vous voulez, donc dites-nous ce que vous voulez et on le fera. Et je crois que ces changements de nourriture vont apporter quelque chose de neuf dans l'agriculture. On se réjouit. Alors je vais accueillir Baltz, le directeur de BioSuisse, pour un petit message de la part de BioSuisse. Bienvenue Baltz.
cher comité d'organisation, cher Franck et chers internautes. C'est depuis chez moi, ici à Évillars, en dessus de Bienne, et au nom de BioSuisse, que j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 3e édition très spéciale, on doit le dire, de BioAgri et BioBino. Particulière, oui, mais qui, au final, a quand même lieu de façon virtuelle et décentralisée. C'est là une preuve indéniable de la capacité d'adaptation des producteurs et des productrices bio. La résilience est effectivement un des piliers de l'agriculture biologique. Et il nous faut également appliquer cette résilience à l'ensemble des activités de notre fédération BioSuisse et du Bourgeon. Ne pas se reposer sur nos lauriers, mais toujours chercher à s'améliorer. Réfléchir ensemble à d'autres modèles qui pourraient nous amener encore plus loin sur le difficile chemin de la durabilité, mais sans trahir nos valeurs de base. Le thème spécial de la permaculture que BioAgri et BioBino mettent en avant cette année illustre parfaitement cette volonté. Ce progrès vers la durabilité ne peut pas se faire tout seul. Il est essentiel dans ce processus d'apprendre les uns des autres. Et dans ce sens, je pense que l'échange est tout à fait central. D'ailleurs, le Tessin, qui succède au Grison comme invité d'honneur à cette édition de la foire BioAgri, illustre bien là cette volonté d'ouverture. Et je me réjouis beaucoup d'entendre nos collègues tessinois tout à l'heure. Un grande benvenuto ai nostri amici ticinesi. Dans la crise très unique que nous traversons aujourd'hui, la tentation peut être grande d'abandonner des projets et de les repousser à des jours meilleurs. Mais j'ai quand même bien entendu Franck, lors d'un meeting qu'on avait en mars ensemble, dire « Mais non, on ne va tout de même pas se laisser abattre comme ça. » Pour que, hop, la machine se remette en marche. C'est ça aussi la résilience. Entouré par une équipe extraordinaire, Franck a décidé d'organiser une magnifique présence du bio et du bourgeon sur la toile et sur les réseaux sociaux. Et donc, de réinventer les manières de faire, pas seulement à l'étable ou dans les parcelles cultivées, mais aussi dans de nouveaux espaces. Pour ton engagement et l'engagement de toute ton équipe et de tous les partenaires de BioAgri et BioBino, un immense bravo et un grand merci pour ce dynamisme, Franck. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end avec plein de découvertes dans ce monde du bio très fascinant. Bon week-end à tous. Merci Baltz pour ce message. Merci à toute l'équipe qui est sur le studio, d'ailleurs, nous prod, Jonas, Schneider et son équipe qui nous ont bien organisé tout ça, parce qu'effectivement, on est un petit peu meilleur quand même pour planter des légumes ou élever des animaux que de faire un tournage au studio. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Frédéric Brun, pardon. Responsable du service de l'agriculture pour le département général de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires. C'est assez complexe, c'est pour le canton de Vaud bien sûr. Et Frédéric nous a toujours soutenus depuis 2016. Grâce à la première foire agricole, on a pu obtenir aussi 7 hectares sur le domaine de 50 et quelques hectares de Grange-Vernet, donc de l'école Agrilogie. Pour faire des essais en bio. Et puis maintenant, on est d'ailleurs en 5e, 6e année en bio sur ces 7 parcelles et on peut faire des essais qui deviennent tout à fait intéressants pour l'école. Je remercie en passant d'ailleurs Christian Pidou qui nous a tout de suite aussi accueillis et qui a toujours joué le jeu pour accueillir ces foires agricoles et salons des vins suisses bio. Agrilogie ayant depuis 2016 avancé aussi terriblement vite sur le terrain du bio, en ayant maintenant depuis 3 ans une formation entièrement bio en agriculture. C'est la seule en Suisse romande, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis à Marcelin, il y a une formation entièrement bio en viticulture aussi, donc les 2 propriétés du service de l'agriculture vaudois. Je passe donc la parole et souhaite la bienvenue à Frédéric Brun. Merci Franck. Alors à moi de vous souhaiter la bienvenue sur le site de Grange-Vernet, saluer tous les internautes. Le site de Grange-Vernet, comme tu l'as dit, est une
un des 4 sites de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, c'est pas si compliqué que ça. Donc tout ce qui concerne la filière agroalimentaire de la ferme jusqu'à l'abattoir. Ce site se veut un site rassembleur. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Tu l'as cité, il y a 7 hectares cultivés en bio, mais il y a les autres hectares. Donc, c'est un domaine de 55 hectares où l'ensemble des différents systèmes de production agricole se croisent. Et si j'ai un seul message à faire passer, c'est que je ne souhaite pas de confrontation. Nous sommes la direction de l'agriculture de toute l'agriculture vaudoise. Donc actuellement sur la ferme de Grange-Vernay, ce matin on sème le maïs, on est en train de préparer la montée à l'alpage. Donc il y a un troupeau de 30 vaches qui produit du lait à gruyère, qui va monter au Tabousset dans le pays d'en haut avec ses 30 vaches. Et puis, c'est un domaine aussi extrêmement varié, des grandes cultures, du tabac, de la pomme de terre, du maïs, des herbages et des céréales, du colza, de la betterave, mais également un verger conservatoire avec plus de 220 variétés de poires, donc un des 2 vergers conservatoires de l'ensemble du patrimoine génétique de la poire en Suisse. C'est aussi un élément important. Et si vous voulez, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'à Grange-Vernay, ce que je souhaite, ce soit vraiment un lieu de débat et de dialogue entre toutes ces différentes approches de l'agriculture, du système agroalimentaire d'une manière générale. Je dirais encore qu'il y a tellement de choses à Grange-Vernay. Il y a un magnifique laboratoire pour la transformation des produits fermiers. Ça, c'est aussi une direction qui est prise avec une formation patente en produits fermiers, conduite par Christian Puydou et l'équipe d'agrilogie. Et je tiens également à vous dire que je suis vraiment épaté par la capacité de rebond et d'adaptation et l'agilité du comité de bio et de tout le comité d'organisation de la foire bio. Et je vous félicite d'avoir, envers et contre tout, maintenu cette organisation. Je te passe la parole, Monsieur Franck Siffert. Merci Frédéric, merci pour ce message et salutations à toute l'équipe du département de l'agriculture et de la viticulture et des affaires vétérinaires. On va accueillir notre invité d'honneur qui était le Tessin. Alors, malheureusement, il ne pouvait pas se déplacer, c'est un petit peu difficile. Il faut dire aussi qu'actuellement, au niveau des travaux d'agriculture et de viticulture, on est, comme on dit, au taquet. On finit les bourgeonnages, il y a des traitements qui commencent, il y a toutes les plantations maraîchères, il y a les semis de maïs, il y a beaucoup de choses, il y a les montées à l'alpage, tout le monde est occupé. D'ailleurs au Tessin, ils sont en train de monter les bêtes. Pour beaucoup, c'était difficile en fait de venir. Donc on va être en visioconférence avec notre ami Gabriele Bianchi, membre du comité de Biotessin. Salut Gabriele. Bonjour à tous. Bonjour. Il Merci fait grand beau chez vous comme chez nous, c'est magnifique. Ouais, là, alors, il fait beau, Gabriel, raconte-nous un petit peu Bioticino, comment ça se passe? Mais donc là, heureusement, ça fait une semaine qu'il fait grand beau. Donc, on est content en ce moment. Moi, je suis apiculteur et agriculteur, donc je fais du vin et du miel. Donc, les abeilles, en ce moment, elles sont tous contentes. Super. Alors, on a vu un petit peu ta présentation où c'était essentiellement quand même sur le raisin. En parlant de Bioticino en général, vous avez aussi de l'élevage, vous avez beaucoup de productions différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que vous faites sur ce canton au niveau de l'agriculture? Bioticino, c'est une association qui compte environ 150 producteurs. Ces producteurs sont chaque année de plus en plus. Donc, cette année, on a eu le plus grand augmentation en pourcentage d'agriculteurs en canton Tessin qu'en toute la Suisse. Donc, c'est très bien. Principalement, il y a qu'est-ce que c'est l'élevage de vaches. Et après, il y a aussi, cette année, il y a aussi
5 nouveaux agriculteurs, viticulteurs qui produisent du raisin, donc sur mon côté. On a aussi des autres activités. Nous, on essaye de faire, on participe à 3 foires pendant l'année ici au Tessin, des foires agricoles. Donc, une qui se passe à Mendrisio, qui c'est la foire de San Martino, donc le 11 novembre. Et là, on a un stand qui est géré par nos copains de Gimbisbino. Donc, c'est des collègues de la Val di Muggio, donc tout au sud du Tessin. Et eux avec eux, on s'occupe de la gestion de cette foire. Ensuite, on participe à différentes activités. On propose en collaboration on soutient la Comprobio, qui c'est un très beau marché de produits bio qui sont livrés à domicile. Donc ça, c'est aussi, en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup les gens, vu qu'on a été confinés aussi pas mal de temps. Et donc, les gens ont très bien aimé cette proposition encore plus qu'avant. Donc, on voit que les réponses et l'intérêt des gens, c'est en ce moment croissant. Alors, voilà, juste pour la Comprobio, combien ça représente de paniers, de livraison par jour, jour ou semaine ou mois? Je ne sais pas comment vous faites les livraisons. Alors, chaque semaine, il y a en fait plus ou moins chaque village, ou pas tous les villages, mais il y a des villages où il y a une personne qui s'occupe, ils s'en charge de prendre les commandes. Donc, tous les gens vont chez eux, ils écrivent sur un papier, ou bien maintenant on est en train de le faire online aussi. Donc, ça va être fait aussi, on pourra le faire aussi à la maison. Donc, on fait notre commande. Cette commande est gérée enfin par le chef du groupe qui envoie la commande à Comprobio et qui ensuite, chaque semaine, livre le panier dans cet endroit qui sera après l'endroit où toutes les autres personnes vont aller chercher ces produits. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Et ça représente à peu près combien de personnes? Alors là, par rapport à ça, en tout cas, alors les chiffres précis, je ne sais pas, parce que vraiment, en ces derniers mois, la croissance était énorme. Ils avaient prévu une semaine de vacances, ils n'ont pas réussi à les faire. Et par contre, ils ont dû engager même encore 2 personnes pendant cette période de confinement. Donc, c'est très, très intéressant la croissance. Alors, les numéros, je ne les ai pas sous les mains, mais je vous garantis que c'est quelque chose d'extraordinaire. Des centaines d'abonnements, hein. Je crois même, on n'est pas loin du millier, en tout cas, d'abonnements. Ouais, voire plus. Que 1000, ouais. Donc, je me rappelle aussi que ça représentait quand même pas mal d'emplois. Il y a des plein temps et plein de... C'est vraiment important comme Comprobio, quoi. Ce système de panier de proximité. Tout à fait, c'est le point de référence. Ouais, super. Et puis, continuez. Alors, je t'ai coupé. Continue sur l'agriculture, ce que vous faites, Bioticino, en fait, vos activités. Alors après, l'année passée, on organise aussi des activités, des réunions avec des conférenciers. Donc l'année passée, on avait des experts par rapport au changement climatique. Donc on soutient aussi ces genres d'activités. On participe avec la Comprobio aussi à organiser des soirées films. Cette année, il y avait un magnifique film que d'ailleurs je vous conseille, s'appelle L'Enquête d'essence. Bon, c'est vrai, maintenant il a quelques ans, mais franchement, c'est quelque chose de très, très intéressant qui ça permet d'ouvrir un peu les yeux et de voir autre chose. Et franchement, moi, j'ai participé à ce film qui m'a vraiment ouvert un peu les yeux, encore plus, on va dire, par rapport à la situation, à la globalisation et à tout ce qui se passe en ce moment. Et puis, il y a la réalité. Donc, maintenant, il y a les montées à l'alpage, tout ça. Comment ça se passe un petit peu, là? Alors, malheureusement, aujourd'hui, notre chère présidente, Milada, elle est aux alpages avec les vaches aussi. Il y a Pascal Mayor qui aussi n'a pas pu être présent, car ce matin, ils sont dû partir très tôt à l'alpage. Et donc, ils vont revenir demain. Donc, demain, je pense que vous avez Milada avec vous. On va la rencontrer demain matin. Elle nous fera un petit déjeuner tessinois à 10h. Magnifique, magnifique, vous voyez.
Ouais, aujourd'hui, elle était aux alpages, donc maintenant c'est la période. Heureusement, il a plu il y a quelques jours, ce qui a permis de faire pousser vraiment l'herbe parce qu'on a eu un hiver assez sèche et on avait un peu peur qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les sols pour que l'herbe pousse comme il faut. Magnifique. Mathieu, tu veux dire un petit bonjour Oui, alors Gabriel, la question maintenant, est-ce que pour toi la vigne, comment ça va le travail et dans quelle étape tu es là maintenant? Alors, la vigne, on a planté il y a plus ou moins un mois, on a planté les remplacements, les nouvelles barbues. Donc, ça a été ça le premier travail. Là, on a déjà commencé à faire quelques travaux du sol, notamment l'intercept. Donc, on travaille avec des machines pour éviter que l'herbe soit concurrentielle avec nos ceps des vignes. On a d'ailleurs aussi pioché les jeunes pousses de l'année passée. Ça, c'était un grand travail qui nous a pris pas mal de temps. Et ensuite, en ce moment, grâce à la station agrométéo.ch, qui nous permet de déterminer, de choisir les meilleurs moments pour intervenir à niveau des traitements. Voilà, donc là, ça commence aussi cette partie-là. Toujours des traitements à base principalement de cuivre et de soufre, très, très douces pour commencer l'année. Et en ce moment, on commence gentiment à ébourgeonner aussi quelque chose. Ok, super. Et donc, toi, tu fais du vin, et tu as un truc très particulier au Tessin, c'est que tu nous as en fait montré un petit film qu'on va passer maintenant, où tu présentes ce fameux mousseux, je crois. Tu vas nous en dire un petit mot, puis après on passe la vidéo. Alors raconte-nous voir ce projet assez fou de faire du vin dans le lac de Lugano. Voilà, en fait, ce projet, il est né environ 5 ans en arrière. Quand j'étais encore à l'école de Changin, avec un copain, on a eu l'idée en fait, de vieillir le vin, en particulier notre mousseux rosé au fond du lac de Lugano. Ce qui se passe finalement, on voulait faire quelque chose d'alternatif qui mettait en valeur le terroir et notre région en particulier. Et donc, pourquoi pas employer les lacs comme outil de vieillissement. Donc, ce qui est intéressant et que vous irez voir dans la vidéo, c'est finalement une plongée dans le lac pour une année entière d'une cage qui va rester en plongeant et va bouger gentiment de cette façon. Et on a choisi un mousseux car le mousseux, fait de la méthode traditionnelle, donc la méthode traditionnelle, c'est la fermentation à l'intérieur de la bouteille qui permet d'avoir des levures. Et en fait, pendant cette année, les levures vont bouger dans le lac en permettant un vieillissement plus fin et plus délicat au vin. Ok, Gabriel. Voilà. Écoute, il y a un petit bug avec ta vidéo, parce qu'ici, on ne va pas raconter des histoires, on va dire la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas sur les antennes. Non, c'est pas vrai. Allez. Non, mais quand même, la recherche de la vérité, c'est une bonne chose. Donc, disons les choses, cette vidéo a un petit problème, va falloir la télécharger de nouveau pour pouvoir la passer. Moi, ce que je propose, c'est que, en attendant, on mette peut-être une autre vidéo. Parfait. Anne-Sophie, on peut mettre une autre vidéo en attendant? La farina buona. Alors, tu nous dis un petit mot sur la farina buona, parce que Hilario a un petit problème tout à coup, il ne peut pas nous rejoindre, Garbani. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la farina buona, et puis on passera la vidéo farina buona, et on reviendra après sur ton vin dans le lac. OK? Super, merci. Alors, Hilario Garbani, il produise, il y a déjà quelques années, il a commencé avec cette farina buona. En fait, il a un peu repris c'est la farine qu'ensuite on fait la polenta. Donc, c'est quelque chose de très traditionnel au Tessin. La polenta, ça représente un plat, un accompagnement principal, ou en tout cas, il représentait à l'époque, mais même maintenant dans les grottos, on peut avoir toujours une bonne polenta, que d'ailleurs, je vous invite à déguster et à essayer la prochaine fois que vous verrez au Tessin.
Et en fait, lui, il fait ça encore comme à l'ancienne, avec le moulin à pierre, dans une petite vallée, dans le nord du Tessin. Et c'est vraiment, vraiment joli. Il est en train de développer ça avec aussi des autres produits. Donc, il ne fait pas que pour la polenta, il fait aussi des biscuits. L'année passée, j'ai goûté aussi de la glace, il gelato. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Ok, super. Alors, dis-nous un petit peu en 2 mots ce qu'on a vu que c'est en italien. Alors, Bah toi, tu ne le vois pas, mais ça veut dire qu'il utilise ce maïs, il le broie, etc. Et puis il fait cette farina buona. Mais pourquoi elle est aussi tout d'un coup connue alors que ce n'est pas quelque chose d'ancien, ou bien c'était quelque chose d'ancien qui était remis en marche par Ilario? Exactement. En fait, c'est quelque chose qui a été remis en place, en fait. La farina, on la faisait toujours. Ouais. Et lui, il a repris, il a gardé, il a soutenu, on va dire, ce projet et cette méthodologie de production avec ce moulin, avec cette façon de faire. Ouais. Ok, super. Alors, est-ce que sur le studio, on a la vidéo du lac de Lugano? Ah, alors malheureusement, je crois bien qu'on l'aura pas. Alors, c'est dommage. Donc, moi, je te propose de dire un tout petit mot sur la présidente Milada Aquarella, parce qu'on va voir en fait une petite vidéo sur son troupeau maintenant. Alors, Milada s'engage avec Bioticino depuis longtemps. C'est vraiment le cœur et l'âme un peu de cette association tessinoise, en collaboration avec notre chère secrétaire Alessia, qui aussi, les deux font vraiment, vraiment un magnifique travail ensemble. Et c'est vraiment eux qui nous prennent par la main et nous guident un peu dans cette parcours. Milada, elle soigne vraiment ses vaches, ses jersey, ces petites vaches avec un peu de poils. Alors ça, moi, je ne suis pas expert dans ça, mais vraiment, elle se soigne énormément de ça. Elle fait aussi un peu L'autre jour, elle m'a amené aussi des magnifiques viandes séchées et des petites... nous, on l'appelle les bouchons. En fait, c'est pas lié au vin, c'est un petit fromage frais qui est vraiment, vraiment magnifique. Et il fait ça dans la Val Bedretto. Donc, c'est une vallée tout au nord du Tessin, à côté du San Gottardo. Alors, je crois qu'on va aller s'y rendre et puis regarder un petit peu son élevage et après, on ira dans les montagnes voir cette région. Alors, magnifique. À tout de suite. À toutes. Benvenuti nella mia azienda, mi chiamo Milada Aquarella e allevo vacche di razza Jersey e di razza Dexter. Ho un'azienda itinerante, le mucche sono d'inverno in primavera in Riviera ed estate in Valle Bedretto. Un prato è un insieme di tante specie. Per avere un buon foraggio ci vuole il rapporto giusto fra le graminacee, che è l'erba, le leguminose, per esempio il trifoglio, e anche delle altre erbe come plantago lanceolata o il tarassaco. Per mantenere i miei prati produttivi mi impegno per esempio a togliere
le erbe non desiderate. In questo prato, per esempio, c'è un po' un problema con l'erigeron, che è una pianta invasiva. Al momento non è ancora in fiore e la elimino col mio nuovo attrezzo. Adesso mi è uscito tutto, perché non fa una radice così grande, invece fa come un nodo dove spuntano diversi gambi. È una pianta che si trova spesso anche in zone un po' abbandonate lungo la strada. Appena c'è abbastanza erba in primavera, le mie mucche escono al pascolo e alle mucche piace l'erba alta circa 15 centimetri da pascolare, ed è anche quella più nutriente, come lo vediamo qui. Perciò al momento non si vedono tanti fiori, però d'estate, quando le mie mucche saranno in Val Bedretto, qui lascio crescere l'erba più alta e farò lo sfalcio per fare il fieno. Quando le mie mucche sono al pascolo c'è già il ciclo chiuso, loro mangiano e concimano direttamente il prato. Però io a livello aziendale uso anche il letame che raccolgo d'inverno per poi concimare i prati in autunno. Per migliorare la composizione botanica dei prati compro un po' di semente bio di prati, cioè una miscela di semi di graminacee e leguminose che uso per riseminare le chiazze nel prato. Con dei recinti mobili suddivido la superficie in diversi parchi in modo che le mucche da una parte sono costrette a mangiare quello che trovano in quel parco lì e hanno sempre l'erba fresca che piace a loro, perché se hanno troppo spazio tentano di mangiare solo il preferito. E con questi recinti mobili riesco anche ad adattare il numero di animali all'erba che c'è a disposizione nel pascolo. Questa è la mia mucagna che ha partorito 2 giorni fa. È una mucca Dexter, come vedete è una razza piccolina ed è una razza molto adatta perché sono più leggere, sono solo circa 350 kg e sono molto adatte per i miei pascoli ripidi e estensivi in Valle Bedretto. Sono buone madri e hanno anche tanto latte per allevare i loro vitelli. Mangiano solo erba nella mia azienda e il più possibile al pascolo. In riviera i terreni sono alluvionali e quindi ritengono l'acqua solo in maniera limitata.
questo rende un po' difficile la gestione dei prati e pascoli, perché l'erba cresce bene se piove regolarmente o se i terreni sono ricchi di sostanza organica. Super. Joël, t'es là? On te revoit. Ah, je suis là. C'était magnifique. Donc, on voit bien qu'elle est passionnée vraiment avec ses animaux. Elle fait ça avec tout son cœur. Et je crois que c'est ça un petit peu. Moi, je vois dans l'équipe, quand on se rend compte dans nos assemblées, qu'il y a des témoignages de producteurs qui sont venus au bio, gentiment. Au bout d'un moment, au bout de 2 ans, ils se rendent compte qu'ils ont changé complètement de manière de vivre, d'être. Ils se sont rapprochés beaucoup plus familialement aussi de la terre, de ce qu'ils font. Ils ont retrouvé des nouvelles envies, l'envie de développer des nouvelles choses. C'est assez impressionnant. Et puis, c'est vraiment en fait une forme de passion qui revient, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, Tout à fait. donc moi, ce qu'on voulait aussi faire, c'est revenir juste maintenant sur le vin fait au fond du lac, avec ta petite vidéo de 40 secondes, et puis tu nous en dis un petit peu plus après. On la passe maintenant. Magnifique. Alors voilà, ouais, c'est assez délirant. Donc vous descendez en fait les bouteilles au fond du lac à environ 20 mètres, ou bien je n'ai pas très bien vu le compteur. Ouais, c'est ça. On descend donc cette cage Ouais, à environ 20 mètres, exactement, ouais, pour une année. ouais. Alors, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'à 20 mètres, on a une température toujours stable. Donc, on a une différence une température qui varie entre 7 et 8 degrés. Donc, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Donc, une température pas ce fait de bercer la cage donc de façon naturelle, ce qui permet enfin de garder les lits au fond de la bouteille en suspension, ce qui rend finalement le vin, le produit final, quelque chose de plus crémeux, plus délicat, une bulle plus fin. Et ça, c'est un peu ce qu'on a aussi remarqué à niveau dégustation avec des sommeliers. Donc, on fait tous les années avec une sélection des sommeliers experts qui dégustent les deux variantes, la version cave et la version lac, et ensuite qui jugent les différentes qualités. Et tous les années, parce que là, on arrive bientôt à la 4e année, donc en 2020, on va sortir pour la 4e fois du lac le vin. Et chaque fois, on s'aperçoit de cet aspect. Et cette année, en plus, on a même donné cette possibilité à nos clients de venir déguster à la cave et de paragonner, de faire une comparaison directement entre la version cave et la version lac. Magnifique. Ben, on voit qu'il y a de l'idée. C'est une petite chose aussi que Mathieu voudrait te poser une question sur quelque chose de très important. C'est ta deuxième activité. Je lui laisse la parole. Oui, Gabriele, c'est l'apiculture, ta deuxième production principale. Je pense que tu étais avec ton papa un des pionniers de l'apiculture biologique au Tessin. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette histoire et puis l'histoire de l'apiculture biologique? Alors donc, mon père et en général la famille depuis 98, donc maintenant ça fait plus de 20 ans qu'on y est. En début avec l'apiculture et ensuite avec la vigne et le vin. Donc l'apiculture, mon père fait ça depuis 40 ans. Moi, j'ai appris ça pendant les étés, dans les vacances scolaires.
J'allais avec lui. Au début, je faisais juste le travail le plus dur parce que j'y étais pas énormément. Et plus le temps passait, plus la passion venait. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément de faire. C'est un métier qui est très complexe, qui est difficile on va dire, à juger ou bien à interpréter parce que chaque année, il y a quelque chose qui se passe. Pas toutes les fois qu'il y a des soucis, on comprend très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, c'est toujours, il faut avoir toujours beaucoup d'observation et beaucoup d'attention avec les abeilles. Nous, ici au Tessin, on produit 3 miels principalement. On produit l'acacia, que c'est la fleur qui est en train de fleurir en ce moment. L'acacia, pour nous, c'est la robigna en italien. Donc, l'acacia, c'est cette fleur, cet arbre. Robinier faux acacia, comme on dit. Hein. Voilà, exact. Et donc, cette fleur qui fait une petite grappe blanche. Et ensuite, la prochaine récolte, c'est le tilleul dans certains bois et le châtaigne dans des autres. Le châtaigne, c'est vraiment le bois le plus particulier qu'on a au Tessin et le miel le plus particulier qu'on a et que tout le reste de la Suisse nous aime bien déguster chez nous. Vous l'envie, brun, corsé, voilà, ouais. Exactement. Celui qui a un peu plus de goût, un peu plus amer, ouais. Avec un peu plus de caractère, qui va très bien le matin avec une bonne tresse et du beurre. Et voilà, donc ça, c'est un peu Nous, on a environ 500 ruches. Alors, chaque année, on passe entre 300 et 600 ruches ces derniers ans. Donc, ça dépend un peu de l'hiver. La grande bataille qu'on a à faire, on va dire, le grand problème qu'on a dans l'apiculture aujourd'hui, c'est le varroa, la varroa. Donc, c'est un acarien qui s'attache au dos de l'abeille et que finalement, il finit par la tuer. Donc, c'est ça la principale problématique, autre que les monocultures. Bon, au Tessin, on a la chance d'être assez diversifié, mais il y a aussi tout ce que c'est la pollution, les ondes, qui en tout cas, ils font pas vraiment, c'est pas la cause principale, mais tous ces petits problèmes, petit à petit et au fur et à mesure, vont remplir le verre et vont faire sortir l'eau de ça. Déborder le verre. Voilà. Ouais, on a vu avec les essais qui se sont faits plusieurs années de suite, avec les ondes, on remarque que les abeilles se réveillent à Noël et surtout à Nouvel An, quand il y a l'envoi mondialement de tous ces messages par téléphone portable, etc., ou par Internet. En fait, les abeilles se réveillent dans les ruches qui sont perdues dans la forêt, où tu veux. Elles sont sensibles même à les ruches les plus hautes en montagne. Il y a des ondes partout et c'est impressionnant. Dans toute la Suisse, on a fait. Alors ça, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire très attention. C'est le moment que alors, je ne sais pas comment on dit en français, mais les abeilles chamanent. Ça veut dire qu'en ce moment, il faut faire très attention qu'il n'y a pas la famille d'abeilles, elle départ. Parce que en ce moment, la caisse, elle est très pleine. Ouais, c'est l'essaimage dont tu parles. Voilà, l'essaimage, exactement. Ça, c'est une des activités principales que l'on est en train aussi de faire maintenant, de suivre bien la ruche, de faire de façon qu'elle a assez d'espace. Ouais. Et aussi, on est en train de mettre les os. Donc, c'est vraiment le moment où on est en train de faire la récolte. Tu penses qu'on a combien, 1-2 semaines d'avance par rapport à la moyenne ou comment cette année? Alors, ces dernières années, ça a été assez compliqué de définir la moyenne parce que plus ou moins, ces derniers ans, ça a été toujours un peu à l'avance. Ouais. Mais cette année en particulier, nous, on a vu l'herbe, elle a poussé énormément ces dernières semaines parce qu'ici, il fait vraiment très, très chaud. Moi, je suis en short depuis presque 2 semaines. Donc, c'est énorme de voir comment ça pousse, comment ça devient tout vert. Ouais. Et puis, par rapport à l'apiculture biologique, combien il y a d'apiculteurs bio au Tessin, tu sais? Alors, ça c'est aussi, moi, je pense que maintenant, alors le Tessin, il y en a beaucoup d'apiculteurs amateurs. Il y en aura je pense qu'on est plus ou moins entre 10 et 15 apiculteurs qui ont le 90% des ruches au Tessin. Donc, il y a quand même une dizaine de professionnalistes qui ont la plus grande partie des ruches au Tessin. Et je pense qu'il y a presque entière, voire quelque chose de plus, qui sont bio. Ouais.
Ah, c'est super parce que le miel bio est vraiment très demandé, hein, il est recherché et ça, c'est une activité qui pourrait être développée en agriculture biologique. Absolument. Et en plus, je rappelle toujours l'importance de l'abeille pour la pollinisation. Donc, mon père, il y a quelques ans et encore aujourd'hui, on va quelque part, surtout sur la Piana di Magadino, quelquefois pour la pollinisation des arbres fruitiers. C'est super, c'est essentiel, hein. La pollinisation, on sait que sans les abeilles, la production diminue dans les champs et dans les arbres fruitiers. Oui, il y avait d'ailleurs aussi un magnifique film d'un registre suisse, s'appelle More on the Honey, qui montrait très bien qu'est-ce qui se passait dans les régions du Japon ou de la Chine. Là, je ne me souviens plus le Chine, détail, mais non, qui Chine, montrait la ouais, pollinisation faite au pinceau, ouais. qui c'est quelque chose ça m'a fait vraiment peur. Ouais, ça c'est parce qu'ils avaient Ils n'avaient plus tué tous les insectes d'insectes. dans le nord, donc ils allaient vite dans le sud où ça produisait les fleurs plus vite pour les Voilà, récolter le pollen à la main, le monter en train, en voiture, en camion, des petites gens qui faisaient ça avec des petits cornets papier et qui montaient dans le nord pour pouvoir polliniser quand les fleurs s'ouvraient dans une latitude un peu plus haute. Donc ça permet ce décalage, mais c'est assez hallucinant de voir les gens polliniser à la place des abeilles, quoi, parce qu'il n'y a plus tout à fait. d'abeilles. Tout à fait. Écoute, c'est magnifique. Il y a encore une petite chose sur la viticulture. Le merlot, les cépages que vous aviez qui étaient quand même difficiles à faire en bio, comment ça se passe? Vous avez une meilleure Alors, maîtrise? Vous avez commencé à faire de l'interspécifique, ce qu'on appelle du piwi, les cépages résistants, ou vous voulez vraiment préserver votre merlot, la tradition? Comment vous gérez ça? alors donc, mon papa, à l'époque, il avait commencé à planter des cépages interspécifiques. Donc, nous, principalement, aujourd'hui, on a plus ou moins, on va dire, on a la moitié de la surface en cépage interspécifique et la autre moitié en cépage classique. Donc, on a principalement, dans la partie classique, on a principalement du merlot, on a de la syrah et du chardonnay. Par contre, on s'aperçoit chaque année l'importance et l'intérêt, soit viticole qu'énologique, des cépages interspécifiques. Nous, aujourd'hui, on est très contents de la qualité du Johanniter, du Solaris et du Sauvignon gris, qui ont une magnifique résistance à niveau de maladies fongiques dans la vigne et qui présentent aussi une qualité à la cave, donc énologique, qui est très, très intéressant, voire supérieur ou en tout cas comparable aux cépages traditionnels classiques qu'on connaît. Par contre, dans les rouges interspécifiques, on a un peu plus de difficultés. Maintenant, on a planté depuis quelques ans le Divico, qui se présente très bien à niveau viticole, parce qu'il est très, très résistant aussi. En cave, c'est aussi très bien. Il a une très belle couleur. Et on commence à le connaître aussi un peu mieux à niveau œnologique. Donc, on pourra aussi s'améliorer ces prochaines années. Donc là, on a peut-être finalement un cépage rouge résistant avec un bon intérêt œnologique. Dans les cépages classiques, c'est clair que si on cultive du merlot en bio au Tessin, c'est clair que c'est pas évident, dans le sens que nous, on a maintenant en merlot, on a 5000 pieds environ de merlot, et on va pas augmenter la quantité de ça, car c'est déjà beaucoup de boulot à garder ça. Nous, c'est clair qu'on est obligé au Tessin à produire du merlot, et on l'aime aussi, ce beau cépage. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés et donc on ne veut pas se charger trop de travail par rapport à ça. On préfère développer ces cépages interspécifiques et à côté aussi le merlot, mais en gardant cette proportion environ de 50 et 50. Super. Ben, on voit que en fait l'interspécifique, donc pour ceux qui connaissent pas, donc piwi comme on appelle aussi, c'est ces cépages qui sont résistants. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les traiter du tout ou voire très très peu pour certains. Exact. Voilà, on dira dans la viticulture bio,
une voie que beaucoup suivent. Mais on est quand même, nous, comme dans le Lavaux, traditionnellement, chasse-là, on ne pourrait pas commencer à faire de l'interspécifique sur toute la surface. Déjà, on perdrait la valeur. C'est un petit peu comme en Bourgogne, s'ils arrêtaient le pinot noir. Ce ne serait plus la Bourgogne, ça deviendrait... il n'y aurait plus rien. On perdrait quelque chose de culturel. Et puis, au Tessin, le Merlot, c'est culturel. Donc, c'est effectivement nécessaire de conserver pour pouvoir faire en tout cas cette transition douce qui va se faire certainement sur les dizaines, voire 50 ou 100 ans qui vont venir, où gentiment c'est possible qu'on passe de plus en plus aux interspécifiques, mais on gardera toujours. J'espère qu'on trouvera des solutions pour pouvoir conserver tous ces cépages traditionnels qu'on a et qui font la marque de notre région, notre typicité. Et puis ça, je crois qu'il faut le conserver aussi. Donc c'est toujours ce jeu entre traiter, pas traiter, garder de la culture, du culturel, mais en traitant, c'est toujours assez délicat. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors c'est clair qu'ici, moi je crois qu'il y aura sûrement un développement important, et on le voit déjà maintenant, par rapport au cépage blanc. Donc au Tessin, le Tessin aussi fameux, il est devenu fameux aussi pour le Merlot Bianco, que tout le monde aime bien. Mais je crois qu'il y a aussi un développement par rapport à l'encépagement blanc avec des cépages interspécifiques. Donc ça, je vois aussi des collègues qui sont bientôt en train de planter ces cépages, parce qu'on s'aperçoit vraiment un intérêt technique à la vigne et un intérêt à niveau vin qui est vraiment important. Et ensuite, c'est clair que, comme tu dis bien, il faudra, fur et à mesure, petit à petit, changer un peu les habitudes des gens, faire déguster des autres choses que le Merlot, et on verra bien qu'on a quand même un bon produit. Mais par contre, ça va être clair qu'on ne pourra jamais le sortir de notre vignoble, car il s'adapte quand même relativement bien. Et en tout cas, il donne aussi un très, très bon produit. Et aussi, la renommée du canton Tessin est liée au Merlot, à cette qualité quand même magnifique qui en tout cas, nous fait honneur aujourd'hui. Super. Mais écoute, Gabriel, moi je te remercie infiniment au nom de toute l'équipe. On arrive gentiment à la fin de cette plage Ticino. On voit que vous êtes un canton qui se bouge. Oui, qui est très dynamique. On a eu l'occasion de venir vous visiter au mois d'octobre. On a eu énormément de plaisir de voir toute votre diversité, toutes vos productions, et de vous rencontrer. Entre latins, on se comprend. Hein? Exactement, c'est ça, c'est juste. Merci à vous de nous avoir donné cette possibilité. Donc, même je trouvais votre proposition, même si ça reste virtuel, en tout cas très, très intéressant. Et en tout cas, je pense que la force des agriculteurs biologiques, c'est aussi cette tenace, cette envie de faire, cette envie de jamais se lâcher aller. Donc, toujours garder l'esprit et l'envie de faire et de montrer qu'est-ce qu'on fait avec beaucoup de passion et d'engagement. C'est toujours la passion, c'est ça qui doit nous conduire. Hein. C'est ce qui nous permet de vraiment avancer. Et puis on voit qu'au Tessin, vous êtes des passionnés et vous êtes des durs, des montagnards. Ça rigole pas. Ah oui, il y a pas mal de montagnes ici, hein, c'est clair. Hein. Ok, en tout cas, merci beaucoup au Tessin, merci à toi, merci à toute l'équipe de Bioticino, et puis au plaisir de se voir physiquement le plus vite possible. Sûrement. Merci à vous de l'attention. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.